Donc déjà, il faut que je pose un postulat de départ. Ce sera forcément moins théorique que ce qu'il y a eu jusqu'à présent, moins universitaire. Moi, je suis là en tant qu'auteur, engagé, notamment par Projet Pélican. Et donc vous n'aurez pas tous ces mots savants comme ils savent faire et tout ça. Mon anglais est assez moyen aussi, donc voilà, je prépare un peu le terrain pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Moi, je suis parti donc sur un sujet qui m'est assez propre, c'est le jeu de rôle engagé, donc. Parce que donc, la plupart des jeux, je dirais, mettent en base qu'on est là pour passer un bon moment, pour vivre des aventures et quelque chose un petit peu de ce goût-là. Toutefois, donc, il y a quelques autres jeux qui proposent un contexte plus particulier, que ce soit d'un point de vue thématique, plus marqué, par exemple, je sais pas, je pense à Within sur l'horreur ou des choses comme ça. Ou en l'occurrence, ce qui nous intéresse là, ou ce qui m'intéresse, parce que le on et le nous vont passer un peu au jeu, parce que je disais, je suis pas universitaire. Là, ce serait donc plutôt de parler de sujets engagés, donc un sujet fort, souvent à passer comme message à travers ce média, c'est-à-dire le jeu de rôle, qui est un média comme un autre. Message fort, activisme, mais qui a éventuellement pour problématique d'empiéter sur le côté ludique. Donc c'est un peu toute ma communication qui est là-dessus, de savoir à quel niveau on place l'engagement et à quel niveau on place le ludique, c'est-à-dire le simple plaisir de jouer. Donc afin de tenter de savoir si le message prend le pas sur le jeu, on va aborder le sujet en prenant deux jeux que je donnerai comme assez opposés avec des guillemets, c'est-à-dire Projet Pélican, le jeu que je connais bien puisque je l'ai écrit, qui a été publié premièrement chez CDS Éditions, puis ensuite repris par les 12 singes, et L'Ère de la Rébellion, qui lui a été publié par FFG et qui a été traduit en français par Edge. Donc dans un premier temps, on partira sur le fait que ce soit deux jeux et donc deux jeux sur un sujet particulier, donc savoir s'ils sont cantonnés à un public de niche ou pas. Et ensuite, on étudiera aussi éventuellement les thématiques données pour savoir si ça privilégie le message ou la mécanique de jeu. Comme je ne sais pas si vous connaissez Projet Pélican, je risque peut-être de me répéter sur des choses et des machins un peu engagés. Ce sera peut-être un peu casse-pied, mais bon, tant pis, vous êtes là, quoi. Avant toute chose, donc, on va partir sur des définitions. On traitera ici de jeu de rôle dans son engagement moral et politique, et évidemment donc, ce qui en découle de manière plus intellectuelle ou physique, comme par exemple une création d'une cellule de résistance ou éventuellement le simple fait de manifester. Et tout d'abord, il est important de définir ce que sont les engagements et la résistance en jeu de rôle. Pour parler de ça, je suis parti d'un truc très simple qu'on appelle le dictionnaire, en l'occurrence le Larousse. J'ai relevé donc pour définition pour l'engagement. Alors, le fait de prendre parti sur des problèmes politiques ou sociaux par son action et son discours. Donc là, on arrive par exemple à l'engagement d'un intellectuel. L'acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose, donc une promesse, une convention, une espèce de contrat. Puis, ce qu'ils mettent pour les existentialistes, je ne sais pas si on peut aller aussi large, mais l'acte par lequel l'individu assume les valeurs qu'il a choisies et donne grâce à ce libre choix un sens à son existence. Pour le terme résistance, donc le deuxième mot employé pour ce colloque, on a action de résister à une autorité, de s'opposer à ce qu'on n'approuve pas, donc la résistance à l'arbitraire, se heurter à la résistance de ses proches,
ou capacité de quelqu'un à résister aux épreuves physiques ou morales d'un être vivant à résister à des conditions de vie extrêmes. Tout ceci se regroupant souvent dans le cadre donc, de jeux peut-être engagés comme ça, mais au sens plus large, c'est-à-dire pour les... Je pense notamment aux capacités de résister physiquement ou moralement. Au-delà d'un certain stade, on retrouve un peu le critère particulier du personnage joueur, qui est un petit peu hors norme. Je parle au sens large. Donc transposer dans le média holistique, cela permet une autre lecture. Dans un premier temps, il y a donc le livre jeu de rôle en lui-même. Ses auteurs et autrices peuvent choisir d'y tenir des propos engagés de manière plus ou moins explicite, comme on peut avoir par exemple dans Werewolf the Apocalypse, donc je parle de la toute première édition chez White Wolf, ou donc dans Rétrofutur, paru chez Multisim, l'un proposant un sous-sujet qui est écologique, l'autre plutôt une résistance à un système établi. Ou plus simplement d'interpréter des personnages qui sont dans cet engagement, comme donc dans l'ère de la rébellion, qui sera notre sujet principal. Les personnages prennent parti, endossent des valeurs et ont des capacités pour résister aux épreuves rien qu'à la lecture de l'ouvrage. Dans un second temps, il y a le choix des joueurs eux-mêmes, ou joueuses, quant à ce qu'ils veulent interpréter durant la partie. Que cela soit ou non posé dans l'engagement ou dans la résistance par rapport au thème de base. Pour ce cas de figure, on pourrait penser, par exemple, je sais pas, à la Ligue de protection des elfes dans une partie de Donjons et Dragons, ou encore à des militants qui sont pour l'intégration des Gaunt dans la société de Edge of Midnight. Edge of Midnight est un jeu polar dans le cliché noir, où les Gaunt remplacent sociétalement l'ethnie, on va dire, de couleur, pour généraliser, dans les années 50 aux USA. C'est-à-dire qu'on est avec des personnages qui sont des monstres et qui sont rejetés par la société. L'engagement est plus anecdotique, mais donc pas forcément moins fort. Le PJ entre en résistance contre un élément ou l'univers de jeu sans que les créateurs aient posé cet élément comme postulat. On observe dans les deux cas qu'engagement et résistance entrent de plein pied dans l'univers joué et ou au travers des personnages joués. Être engagé devient alors un moteur scénaristique potentiel pour les parties. Ainsi, dans Werewolf, il ne convient plus simplement de jouer un combat contre une créature du Wyrm, mais bien plus de défendre la cause écologique et donc l'entité de Gaïa qu'il y a derrière. On sort des brouettes de dés, des gros combats bien sanglants du jeu pour faire un pas en arrière et se dire qu'en fait le message, en tout cas premier, peut-être moins ce qu'il est devenu maintenant, était vraiment fondamentalement écologique. Un résistant de Rétrofutur ne va pas simplement effectuer une mission qu'on lui a confiée en début de séance de jeu, mais bien combattre un système administratif orwellien. Là encore, on part sur un postulat de départ qui est on fait une partie, on jette des dés, mais on arrive à quelque chose de plus profond, si je peux dire, qui est la thématique du jeu. Donc, en définitive, nous observons que pour le Larousse, les mots action, acte et agir sont importants, d'une certaine manière, comme l'est un personnage joué. De même, en généralisant, ces personnages joueurs sont le centre de l'histoire. Ils ne sont pas comme tout le monde, et ce qui fait écho à ces groupuscules de résistants, de manifestants ou autres. En poussant plus loin, on peut se demander si le jeu de rôle lui-même, comme loisir avec des guillemets minoritaires, n'est pas en soi un acte de résistance face à des hobbies qui touchent des choses beaucoup plus largement. Donc là, on va parler du jeu de rôle en tant que jeu de rôle engagé. Est-ce que c'est un jeu de niche ou pas ? Alors, Projet Pélican est porteur d'un message pour la cause amérindienne.
et a été un des premiers jeux de rôle en France à reverser ses droits à une cause caritative. Je précise bien, donc amérindien et non pas indien, comme beaucoup de médias ou autres peuvent le faire, comme pour d'autres jeux. En l'occurrence, si je pense à Islandigar, où j'ai introduit le peuple inuit, on ne parle pas d'esquimaux, c'est mal poli, on dit inuit. C'est en ce sens-là que je vous dis que je parle en tant qu'auteur et non en tant qu'universitaire, parce que j'insiste sur des termes un peu comme ça. Pour l'ère de la rébellion, donc sous licence Star Wars Disney à l'heure actuelle, il est destiné donc à un public plus large et est sur le thème de la résistance. Donc deux approches assez différentes et deux publics logiquement assez différents. Projet Pélican est donc paru en 2009 chez CDS Éditions. Donc, comme je le disais, il a été un des premiers à reverser des droits, si ce n'est, mais alors là, il faudra me donner des sources, je n'ai pas trouvé, le premier en France à reverser des droits, ce qui a été un acte important en tant qu'auteur et en tant qu'éditeur à l'époque. Donc il reverse des droits à une association humanitaire en intégrant dans le livre aussi l'action de cette association, en l'occurrence Pine Ridge Enfance Solidarité. Le jeu a été vendu à un peu plus de 200 exemplaires pour sa première édition, pour ensuite renaître chez les 12 singes. Et donc milite pour la cause des natifs et les minorités vivant dans les années 70. Donc là, on étend le sujet, on a le sujet premier donc, qui est les Amérindiens. Dans le jeu, on croise des groupuscules qui vont aller du Black Panther au Brown Beret, au Baba Cool qui fume des joints et des trucs comme ça aussi, mais c'est peut-être... donc son texte est engagé et on interprète des personnages qui le sont aussi, puisque quel que soit son profil, chaque personnage est issu de l'acte historique, donc de la prise d'Alcatraz en 71. Pour préciser, en 71, donc les natifs se sont rejoints donc, de plusieurs tribus sur l'île d'Alcatraz. Ils ont tenu l'île pendant plusieurs mois face au gouvernement. Ils ont eu l'aide de la population américaine au sens large. Donc, le gouvernement était un peu bloqué par ça, notamment parce qu'il y avait des stars de cinéma et tout qui donnaient de l'argent pour soutenir la cause. Jusqu'au moment où, malheureusement, le hasard a voulu que le phare d'Alcatraz brûle, ce qui a entraîné le fait qu'un supertanker s'échoue dans la baie de San Francisco, qui a créé une marée noire. Donc, ils ont perdu le soutien de la population à partir de ce moment-là. C'est le postulat de départ de Projet Pélican, donc un postulat historique. Après, ça dérive, mais... Donc, bien que les ventes ne soient pas celles d'un grand succès du jeu de rôle français, l'acte d'engagement marqué a trouvé son public, si on en croit donc les retours, et la perspective que ce jeu a été vendu sans distributeur, uniquement en ligne, donc de l'Internet de 2009, et dans quelques boutiques en France et en Belgique. Donc un succès noté qui a permis notamment une réédition avec un changement de système chez les 12 singes. L'ère de la rébellion, lui, arrive donc en 2015, après le premier jeu de la gamme de chez FFG, donc Aux confins de l'Empire, qui lui traitait plutôt du milieu interlope, et après une toute première version de Star Wars qui date un petit peu de chez West End Game avec des D6 et qui était, on va dire, beaucoup plus manichéenne. Le jeu en lui-même a été donc tiré à 4000 exemplaires pour son livre de base. Donc tout en couleur, traduit chez Edge, et dans lequel on joue évidemment des rebelles contre un gros empire qui est totalitaire. Un parti pris donc très changeant aux confins de l'Empire, qui lui est vraiment dans les zones de gris. Donc là, c'est un vrai choix, même si ça rejoint des points de vue peut-être plus marketing, mais c'est un vrai choix en tout cas par rapport au thème du jeu. Aujourd'hui, donc, le jeu a 5 suppléments en français, tirés entre 1500 et 2000 exemplaires, et donc est porté indirectement par la communication de l'ensemble de Star Wars, c'est-à-dire les films, les jeux de plateau, les séries animées, comme par exemple dernièrement Star Wars Rebels. Et bien que la thématique donc rebelle
donc de l'ère de la rébellion, soit moins un axe novateur. Il a une mécanique de jeu propre qui lui a permis aussi de trouver un public de rôlistes. Son engagement donc rebelle, on va dire, rattaché à l'industrie de Star Wars, a notamment été noté lors des dernières élections présidentielles sous Donald Trump, puisque les pro-Trump ont appelé au boycott du film. Ceci s'explique ici. Donc, tout est parti du tweet du scénariste Chris Weiss pour le film Rogue One, qui décrit l'Empire comme une organisation de suprématistes blancs. Le tweet a été supprimé 3 jours plus tard et remplacé donc par celui que vous voyez derrière moi, avec le message Star Wars Against Hate, qui est devenu un peu le fer de lance, au moins pendant quelques jours, des antiracistes aux États-Unis. Donc 2 jeux qui ont trouvé un public, une échelle différente tant par le mode de distribution que pour le mode de marketing, de soutien à la vente. 2 jeux qui restent cependant quand même, mine de rien, dans une niche, pas forcément celle du jeu à petit tirage, mais celle du jeu de rôle sur table, ce loisir souvent relégué derrière d'autres jeux de figurines. Si on pense à Star Wars, il y a le jeu de figurines X-Wing qui, lui, a des compétitions internationales, ou évidemment Magic qu'on ne présente plus. En définitive, ces 2 jeux engagés ne sont pas moins un succès que d'autres jeux de rôle sur table. À l'heure où certaines ventes via des plateformes de crowdfunding n'affichant que des concepts, des promesses et ou des belles illustrations font des beaux succès, on a quand même Projet Pélican et l'ère de la rébellion qui ont fait un choix plus classique de vente uniquement donc en boutique. Une boutique au sens large, c'est-à-dire avec des boutiques en ligne aussi. Dans lesquels les achats se font peut-être plutôt sur des critères de prix, de design, de concept ou de game design. C'est pourquoi il peut être intéressant de voir quelles sont les contraintes pour ces 2 jeux sur les thématiques d'engagement. Donc on arrive à ce fameux point 2 sur un peu les mécaniques de qu'est-ce qu'on fait dans ces jeux-là. Des jeux sur ce thème se doivent de répondre à des codes dont notamment interpréter des minorités et défendre des valeurs. En effet, si vous placez du côté de l'Empire, on a l'empereur Palpatine, et on a, si on se place du côté Projet Pélican, on a le gouvernement américain, donc avec une belle photo de Nixon derrière. 2 entités qui ont des pouvoirs quasiment illimités de rouleau compresseur sur les libertés que veulent défendre les minorités en face. Donc avec surtout des moyens moindres, donc pas seulement en armes, mais en matériel, de quoi vivre au quotidien. Et au final, il ne leur reste que des réseaux, que du matériel de briques et de broc, et surtout leurs valeurs, et en l'occurrence les valeurs premières, on va dire, d'espoir, qu'on retrouve beaucoup plus fortement notées dans les films de Star Wars, notamment par l'héroïne de Rogue One qui précise que toute rébellion est construite sur l'espoir, si on traduit au mot à mot. Rebellions are built on hope. Donc, est-ce que ces engagements sont intégrables dans le jeu sans nuire à sa mécanique? C'est là une des vraies questions pour savoir l'empiètement de l'engagement sur le jeu. Ces jeux doivent présenter donc une lutte permanente de valeurs, tout en permettant une évolution des personnages. Cette évolution se fait par des victoires personnelles ou celle de la cause défendue. Donc, en effet, dans Projet Pélican, chaque personnage est rongé par un mal surnaturel et s'il n'y prend pas garde, il devient petit à petit un monstre. En parallèle, les PJ sont traqués par le gouvernement américain. Ils doivent, pour mettre un terme à tout cela, se confronter à un complot d'assez grande envergure et donc y trouver des réponses. Donc chaque information devient alors une victoire et chaque instant de lutte contre ce mal intime devient une victoire personnelle également. Dans l'ère de la rébellion, qui propose d'autres enjeux, à une échelle plus personnelle, le PJ est construit autour de motivation pour rejoindre la rébellion et ses devoirs envers elle.
on a des mécaniques posées dans le jeu, en dehors du système de base de chez Fantasy Flight Games avec des brouettes de dés colorées et de formes différentes qui peuvent faire peur au premier abord. On a quelles sont les motivations du personnage à titre personnel. Ça peut être, je ne sais pas, sauver la galaxie tout simplement, protéger les races extraterrestres, ou s'engager auprès de la cause des droïdes, j'en sais rien. Et les devoirs, ça va être peut-être détruire les bases de l'Empire le plus possible, et ainsi de suite. Donc c'est deux mécaniques qui, elles, s'ancrent plus dans le système. Donc c'est ces éléments qui sont chiffrés et qui ont vraiment un point de vue d'interprétation en partie. Donc la dynamique d'engagement dans le jeu est différente de l'horrifique de Projet Pélican, car elle pousse plus à l'héroïsme. Ce sont à travers des réussites de mission et de bataille que l'évolution se crée, même si tout le monde se doute que, contrairement à Projet Pélican, le véritable ennemi qu'est l'Empire risque pas forcément de tomber, puisque c'est un peu quand même le moteur du jeu. Après, chacun fait ce qu'il veut à sa table, mais bon. La contrainte de ces jeux est donc globalement d'avoir une mécanique et un cadre de jeu qui dynamise les histoires, créer une tension permanente au travers d'une lutte avec peu de moyens, faisant plus appel à l'espoir et l'ingéniosité des PJ qu'à un armement équivalent au camp adverse. De plus, les deux jeux s'appuient sur des principes de solidarité. Dans Projet Pélican, on pose comme base de départ historique le regroupement donc, sur Alcatraz, qui se prolonge ensuite par un groupe de personnages, on va dire de manière classique dans le jeu de rôle, qui s'ils ne s'entraident pas, va mourir très très vite. Aucune mécanique, outre cette complémentarité des profils, n'est cependant présente dans le système de Projet Pélican, qui base son système plus sur la mise en avant des Amérindiens et de leur valeur pour la première édition. Et dans la deuxième édition, il y a un système DK qui est un peu plus générique, mais avec une reprise des esprits totems qui, là encore, reprend l'axe plus amérindien que la cause à défendre. Dans l'ère de la rébellion, on intègre les valeurs de solidarité dans l'écriture, comme les exemples mis à travers les films, et les principes même de l'Alliance rebelle, mais on rajoute donc ces valeurs de devoir à chaque personnage pour l'amalgamer à la cause commune et donc orienter les scénarios ce faisant. Donc ensuite on arrive sur le dernier point qui est faut-il privilégier le message au jeu. Projet Pélican place la thématique sur le devant de la scène. Donc le système, que cela soit le systothème d'origine ou la version DK de la nouvelle édition, n'est présent que pour soutenir l'histoire. De son côté, l'ère de la rébellion possède une mécanique de jeu propulsée par un système de dés spéciaux, poussant à l'héroïsme et à plus interpréter les résultats du dé. Deux facettes d'une même pièce qui placent le message engagé comme un sujet valant celui d'autres jeux. En effet, la thématique engagée n'est pas plus ou moins grosse que la quête mystique que l'on peut avoir dans Mage The Ascension ou des valeurs d'honneur qu'on a dans Legend of the Five Rings. Bien que sa place soit omniprésente, elle est équilibrée avec l'univers et le système dans les deux jeux. Il y a cependant des différences. Dans Projet Pélican, la cause prend une bonne part de l'écriture et des scénarios. Néanmoins, nous sommes dans le cadre horrifique qui permet d'intensifier les valeurs soutenues par le jeu. Dans l'ère de la rébellion, l'engagement est un prétexte pour jouer dans un univers connu, voire s'identifier plus facilement aux héros des films de l'univers Star Wars. C'est alors, la cause se met alors au service de l'héroïsme. Dans les deux cas, au même titre qu'un film ou un roman, ils peuvent véhiculer des engagements forts. Toutefois, ce sont des jeux et ils doivent ils doivent avant tout de rester jouables, c'est-à-dire bien équilibrés avec un système de règles et un univers intéressant avant d'être une affiche pour un engagement quelconque. Cela n'empêche cependant pas les à côté, comme reverser de l'argent pour une cause, comme donc l'a fait le Projet Pélican, mais aussi, si je ne me trompe pas, l'a fait Wizin pour les Restos du Cœur, et peut-être d'autres jeux que je n'ai pas notés. Pour conclure, donc pour enlever ce côté un peu universitaire et lecture un peu littéraire de ce que j'ai écrit,
Pour parler juste comme l'auteur intervenant que je suis, ces jeux pris en exemple sont la preuve d'engagement à différents niveaux dans le jeu de rôle. Cependant, aucun des principes ne fonctionnera si autour de la table les joueurs ne sont pas motivés pour être les porte-parole en partie. Ainsi comme dans n'importe quel autre jeu de rôle sur table, on se retrouve avec ce contrat social de départ qui est, si la cause ne vous intéresse pas, si vous faites par exemple un white power dans Projet Pélican, ça ne marchera pas. Comme on ne peut pas jouer quelqu'un de l'Empire dans l'ère de la rébellion, ça n'a pas de sens, quoi. Donc l'engagement ou la résistance, bien que cela puisse être des valeurs prônées par un jeu, ne sont ici que des moteurs à scénario dans lesquels chacun est libre de s'investir à son échelle. Toutefois, c'est un outil utilisable pour sensibiliser ou apprendre, comme pour un livre, un film ou d'autres médias. J'entends par là que Projet Pélican aurait pu être un roman. Il aurait proposé une histoire définie, puisqu'on a une campagne qui guide un peu du début à la fin, même si elle est très ouverte. Ou ça aurait pu être un film. De la même façon, le message passe, qu'il soit vu en surface comme quelque chose de ludique, ou pour d'autres personnes qui veulent aller plus loin, creuser et passer un peu le vernis. La différence pour le jeu de rôle est que nous sommes auteurs, et que nous sommes acteurs ou actrices à une certaine échelle et non spectateurs, ce qui nous permet de faire un pas de plus dans l'immersion et donc se confronter peut-être un peu plus pleinement à la cause, résistance ou engagement défini. C'est là la grande force de ce plurimédia, ou peut-être transmédia, mais après je crois qu'on a un sujet qui va parler du transmédia, donc qui pourra plus définir ce qu'est le jeu de rôle par rapport à ça. D'ailleurs, mon engagement personnel donc, est toujours là, puisque donc je vais faire un peu une page de pub, mais en l'occurrence, j'ai un jeu qui sort sous peu. En l'occurrence, c'est pour initier, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais mettre un pied à l'étrier au jeu de rôle. Donc c'est une sorte aussi d'engagement pour amener des nouveaux joueurs, pour enrichir notre hobby, peut-être l'élargir d'une certaine façon. On verra si ça fonctionne ou pas. Par ailleurs, j'ai d'autres engagements qui sont aussi liés, donc toujours au jeu de rôle, notamment à travers l'opération Geek Earth qu'on a montée avec Rollis TV, qui propose des achats d'œuvres du milieu geek grâce à la générosité d'illustrateurs et d'illustratrices. Donc voilà, je me permets de le souligner parce que donc chacun peut, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire du colibri, mais chacun y met à son échelle ce qu'il veut, et en l'occurrence, il se trouve que cette opération n'a pas encore eu beaucoup de relais dans les médias, donc je profite un peu de cette tribune pour en parler. À l'heure actuelle, on a récupéré à peu près 1 000 euros qu'on reversera à l'UNICEF pour les enfants syriens. Donc tout ceci pour étayer un peu mon propos, pour l'entremêlement entre ludique et engagement sur le fait que ce soit possible. Après que ce soit voulu ou pas, ça regarde chacun, mais en tout cas c'est possible. Et donc de là à utiliser le jeu de rôle comme bon moyen pour s'engager ou résister, après c'est à chacun de voir, et je finirai là-dessus. Des questions, des remarques? Oui, alors j'ai une question sur est-ce que tu penses qu'on peut donner de la même valeur à un engagement politique dans un jeu qui se déroule dans un univers de fiction comme Star Wars, ou ça doit forcément être un jeu historique, il aura forcément plus de portée et il portera forcément un engagement plus fort, ou est-ce qu'on peut faire les deux? Alors, je vais répondre de deux façons différentes. On a eu une table ronde avec plusieurs auteurs de jeux de rôle à Angers il y a 3-4 ans, sur le sujet de l'écriture et de l'engagement. Et il se trouve que j'avais autour de moi 2 auteurs qui voulaient, eux, rester complètement neutres dans leur plume, et un autre auteur comme moi qui, de façon plutôt
consciente ou inconsciente, je ne sais pas quelle est la frontière du truc, s'engage dans ce qu'il fait parce que, entre guillemets, il écrit plus avec ses tripes. Donc ça, c'est pour la première partie de réponse. La deuxième, c'est que pour moi, on s'engage de la même façon parce que, sauf ceux qui sont fans des vêtements militaires et limite nazis de l'Empire, c'est comme les salopards de service. Donc on s'engage pour la résistance, d'autant que ce sont des personnages plus héroïques. Donc à partir de là, on n'a pas forcément besoin d'un cadre historique pour répondre à un engagement, une résistance. Et je pense qu'on peut trouver ça dans n'importe quel jeu de rôle. Je sais pas, comme je disais, on a la Ligue de défense des elfes de Donjons et Dragons, mais je crois que dans Shadowrun, il y a une partie aussi assez écolo quand on est du côté des elfes et ce genre de choses. Alors, par contre, je fais une petite parenthèse, je ne suis pas pro-elfe, hein, je donne 2 exemples, c'est juste vraiment un hasard. Hein. C'est pas vraiment une question, je ne sais jamais si le micro va marcher. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt il n'y a que Jérôme qui n'a pas le droit au micro. C'est plutôt une remarque, en fait. C'est quelque chose que tu as vaguement relevé, mais sur lequel je voudrais insister. Je pense aussi que l'engagement, ça peut être ça peut consister, ça peut passer par le fait du paradigme du personnage. C'est-à-dire, la manière dont s'exprime notre personnage, ça peut nous permettre de réfléchir à comment nous, êtres humains, on peut communiquer avec le monde et comment ça peut impacter. Alors j'ai un jeu en tête qui n'est pas encore sorti, il s'appelle Les cordes sensibles de Frédéric Sintès, qui nous permet de jouer des drames humains, des gens soumis à des problèmes existentiels. Et ce qui est très intéressant, c'est quand tu vois la fiche de personnage, en fait, tu vois des gens qui ont des sentiments, ce qui fait qu'ils souffrent, parce que certains de leurs besoins ne sont pas assouvis. Et donc l'objectif du jeu, c'est d'arriver à combler leurs besoins pour qu'ils aient plus ce sentiment de frustration, de haine d'eux-mêmes, de souffrance. Et ce que j'ai trouvé très intéressant avec ça, c'est que c'est exactement ce qu'on retrouve dans les techniques de communication non violente, qui sont des techniques qui tendent à être de plus en plus populaires. Et c'est ça que j'avais trouvé ça intéressant, c'est via le paradigme du personnage, on peut réfléchir à comment on peut mieux communiquer, ou en tout cas comment on peut communiquer différemment. Et voilà, j'ai trouvé que ça pouvait être très lié à l'engagement. En l'occurrence, c'était... juste pas pour répondre, c'est pas vraiment une question, mais c'était intéressant il y a maintenant un peu plus de 15 ans, lors d'une partie de Mage. J'ai un copain qui jouait un personnage gay, donc maintenant c'est un peu plus banalisé. À l'époque, quand on était déjà mage des traditions et qu'en plus il était gay, je peux vous dire qu'au niveau de l'engagement personnel, ça envoyait pas mal de choses, quoi. J'ai une question de game design qui rejoint un peu celle qu'avait posée Coralie. C'est technique. La plupart des jeux où tu joues des activistes, les jeux historiques où tu joues des activistes, donc que ce soit Projet Pélican, mais aussi les Dirosa, où on joue les Brigades Rouges internationales, vont se placer dans l'Uchronie. De façon à ce que, on peut réécrire le futur. Et donc, est-ce que, ou alors, voire même dans l'absence de rigueur volontaire, dans le cadre de la partie, par exemple, il y a une partie dans la cause d'un jeu de Morgan Régnier où tu joues des activistes. Par exemple, tu peux jouer des Black Panthers qui essayent de tuer un gouverneur d'un État américain pour prendre possession de l'État, action que n'ont jamais fait les Black Panthers en réalité. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'il y a une place pour des jeux de résistance historique où on ne serait pas dans l'Uchronie? Est-ce qu'on peut jouer l'Armée des Ombres en 1943, sachant qu'on ne gagnera pas en 1943? Donc au moins les joueurs savent qu'il n'y a pas d'espoir, en tout cas pas à grande échelle, et pas à court terme, quoi. Donc est-ce qu'il y a une place pour ce type de jeu, en fait? Alors, je n'ai pas cité Lady Rossa parce que honnêtement, je l'ai à peine survolé, donc je ne voulais pas dire de bêtises. Pour Projet Pélican, je suis partagé sur le fait de dire que c'est une uchronie, parce qu'on part d'un point de départ historique, et ça reste historique, même si c'est de la fiction, ça reste historique jusque quasiment au milieu de la campagne officielle, où éventuellement les personnages peuvent vraiment, ou à la fin, faire complètement glisser ça dans une vraie uchronie. Donc
ça reste dans un cadre qui est en tout cas balisé de manière historique. Pour répondre à l'autre partie de question, je dirais, quand on est dans Ère de la Rébellion, alors il y a les films qui disent que à la fin du Retour du Jedi, ils ont gagné la guerre, et puis après on a Force Awakens qui nous dit en fait les méchants sont revenus. Et donc du coup quelque part c'est un cycle sans fin, outre le côté marketing pour vendre des produits Star Wars, mais si tu prends l'Armée des Ombres en disant on ne gagnera jamais, alors c'est vrai, sauf que si je devais écrire là-dessus, je ne suis pas du tout calé sur le sujet, mais je placerais du coup l'axe en disant on peut gagner. Parce qu'en fait, le vrai moteur, c'est l'espoir. Et je pense que l'Armée des Ombres, s'il n'avait pas cet espoir de gagner, il n'arriverait pas à avancer. Et donc en ça, je pense qu'on peut faire de l'historique complètement. De par le fait que tu as reversé une partie des profits à une asso, donc tu as imposé en fait tous les profits en fait. Tous les profits. Mais je t'expliquerai, vas-y. Mais donc de fait que les gens le veuillent ou non, ils ont fait quelque chose en raquant pour le jeu. Est-ce que au-delà de ça, il y a eu volontairement, suite au fait d'avoir joué à Projet Pélican, des engagements que ce soit pour des causes amérindiennes ou des gens qui auraient transmis ça à d'autres minorités ethniques? Est-ce que tu as eu des retours d'exemples de gens qui sont allés plus loin que juste y avoir joué et avoir payé en fait? Alors déjà, je voudrais repartir sur le point de fait de reverser les droits. Ça s'est présenté de manière assez naturelle, mais le point de départ, c'est que j'étais trésorier de l'association éditoriale CDS Éditions. Et quand on a un statut assez élevé dans une association, on n'est pas censé gagner de l'argent sur ce qu'on fait. Donc du coup, on s'est dit simplement, au lieu de trouver un moyen pour biaiser le système et récupérer l'argent, on va le donner. Et donc, en l'occurrence, pousser plus loin et donc donner à Pine Ridge en France Solidarité. Pour les gens, en fait, je pense qu'au-delà de payer le livre, de l'aimer ou de ne pas l'aimer, je pense qu'ils se sont engagés déjà par le lire. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas très connu. Et rien que par là, je pense qu'on a avancé. Et pas forcément que sur le côté historique, mais aussi sur les natifs amérindiens, parce que la plupart des choses, c'est un peu la plupart des retours, enfin pas sur le jeu, mais sur les natifs, c'est souvent les cow-boys et les indiens, et c'est un peu saoulant au bout d'un moment. Donc je pense que là-dessus, on a avancé, à une petite échelle, mais on a avancé. Et quand j'ai lancé Necropolis, qui est un jeu de flics au Brésil, ce qui était intéressant, c'est dans les premiers retours, on m'a demandé pourquoi j'avais pas développé le côté des natifs d'Amazonie. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui a fait son petit bonhomme de chemin à une quelconque échelle, mais... Je vous propose de continuer autour d'un café. Voilà, merci beaucoup Fabien. Merci.